Bonjour mesdames et messieurs. Après que nous avons parlé il y a 2 ou 3 semaines de l'intelligence artificielle, de ce qui se passe dans notre société, de nombreuses questions ont commencé à arriver. Et aujourd'hui, je vais répondre à, disons, 10 d'entre elles. Première question. Formulons-la donc. Qui sera remplacé par l'intelligence artificielle ? Eh bien, les médecins et les avocats peuvent se détendre, ils n'ont rien à craindre. C'est justement le contraire, le besoin ne fera qu'augmenter. Car sans une personne responsable, bien réelle, en chair et en os, rien ne peut être fait. Eh bien, c'est impossible. Ça ne marche pas, du moins pas en Amérique. Je pense que c'est pareil dans d'autres pays aussi. Mais distinguons l'intelligence artificielle de l'automatisation classique. Tous les travaux mécaniques, facilement, disons, algorithmisables, qui ne nécessitent donc pas d'identification. Ces tâches peuvent être automatisées sans recourir à l'intelligence artificielle. Par exemple, les centres d'usinage ou les lignes d'emballage. Parfois, il faut changer de technologie pour cela. Par exemple, la récolte des pommes, des tomates, des myrtilles. Les pommes et les myrtilles sont simplement secouées de l'arbre ou du buisson et ramassées en bas. Quant aux tomates, on coupe les fruits avec les plants. Les tomates mûres et vertes sont récoltées en même temps. Les unes et les autres sont séparées des plants directement dans les champs à l'aide de moissonneuses. Ensuite, elles sont triées en entrepôts. Les vertes sont envoyées pour mûrir, ce qui les prépare pour la table. Cette automatisation simple ne requiert pas d'intelligence artificielle, bien que la productivité soit multipliée par 10. Mais il y a des tâches où les calculs sont trop complexes et on ne parvient pas à les formaliser sous forme d'algorithmes. Dans ce cas, on utilise des réseaux neuronaux pour prendre des décisions en se basant sur des cas connus, qui servent à entraîner le système. Là, il s'agit déjà d'intelligence artificielle. Et on peut très bien formaliser sous forme d'algorithmes les tâches intellectuelles simples qui peuvent être réalisées à partir d'analogies connues à l'avance utilisées pour entraîner les réseaux neuronaux afin qu'ils prennent des décisions rapidement. Par exemple, rédiger un CV selon des formulaires standards et des informations de départ. Ou rédiger une requête au tribunal pour une affaire assez simple et typique. L'IA peut travailler comme répartiteur, recevoir des commandes de travaux à effectuer, les inscrire dans un planning. Elle peut écrire des programmes simples. L'IA peut bien analyser une grande quantité d'informations et trouver de bonnes analogies. Elle peut éditer des textes en les adaptant à un style particulier, ou elle peut composer des poèmes sur un sujet donné. Aujourd'hui, on peut remplacer efficacement l'humain dans les domaines suivants. Aide à l'organisation du travail en tant qu'office manager avec un remplacement partiel de l'humain. Qu'est-ce que cela signifie ? Le travail est organisé dans l'ordinateur par l'IA. Tu as besoin d'une personne qui serait là pour les classer et les catégoriser, et qui vérifie ce qui est écrit, puis les range dans la bonne section. Il s'agit d'une aide à la rédaction de documents, surtout de type standard. Aide à la sélection de matériaux sur un sujet donné, leur structuration. Aide à la sélection d'exemples, d'analogies et de technologies appropriées. Rédaction de récits, de scénarios, de poèmes et d'autres œuvres créatives de qualité moyenne. C'est-à-dire que l'IA permet d'augmenter considérablement l'efficacité du travail humain en remplaçant, faites attention, les assistants qui effectuent un travail intellectuel simple, c'est-à-dire précisément une activité intellectuelle et non physique. Pour les professionnels qui n'avaient pas de tels assistants, c'est un moyen sûr d'augmenter l'efficacité du travail, d'améliorer la productivité et donc les revenus. Pour les professionnels qui disposent de tels assistants, c'est un moyen de réduire les coûts en diminuant le nombre de personnes superflues. C'est ainsi, pour ainsi dire, que les gens perdent leur emploi. C'est bien ça, n'est-ce pas ? Qui l'IA ne pourra-t-elle pas encore remplacer ? Les métiers avec des compétences spécifiques où il y a une grande variété de travail manuel et de situations non standards, comme les électriciens ou les plombiers. Pour mieux comprendre, prenons des exemples. Un médecin examine un patient. Il dicte les résultats de l'examen. Et il enregistre les informations dans le dossier, directement dans la fiche du patient. Cela fait gagner du temps au médecin et augmente sa productivité. Il n'est pas nécessaire d'écrire ni de taper. La moitié du temps où je parle avec le médecin, il pose des questions, puis il commence à taper. C'est absurde. Ensuite, la radiographie part quelque part et quelqu'un fait un compte-rendu. Pourquoi ? Et il fera tout cela. Cela permet de réduire le poste de radiologue, d'augmenter la rapidité et l'efficacité du traitement des radiographies. Ils ont renvoyé le radiologue et reçoivent désormais des résultats plus rapides et de meilleure qualité. L'assistant du médecin examine aussi le patient avant la consultation.
Il recueille les informations primaires, température, tension artérielle, saturation en oxygène du sang, et aussi les informations complémentaires. En mode dialogue, il peut effectuer exactement le même travail avec la participation de la personne elle-même, de la même manière que le ferait une infirmière ou un assistant médical. Vous répondez. Et c'est tout. Posez votre doigt ici. Je pose mon doigt. Merci beaucoup. Il a piqué. En fait, il n'est même plus nécessaire de piquer, ils le font à distance. Je crois que c'est avec le sang, sinon ça viendra bientôt. Réduction du poste d'assistant médical. Ils ont réduit. Office manager pour la prise de commande dans un garage automobile, par téléphone. Réduction du poste plus la possibilité de travailler 24 heures sur 24. Pourquoi avoir 3 personnes pour 24 heures? On peut juste mettre ce truc-là. Manager d'une compagnie d'assurance, qui reçoit les demandes. Pour les accidents. Oui, il n'y a pas beaucoup de variété, c'est toujours la même chose, 1000 fois. Et par analogie, il recevra tranquillement toutes les informations nécessaires. Pratique. Pour les ingénieurs et inventeurs, une aide pour trouver exemples, analogues, technologies utiles pour résoudre des problèmes, etc. Pour les programmeurs, une aide à l'écriture de programmes. Suppression du travail routinier. C'est important. Comme toujours, lorsque la loi du remplacement de l'homme par la machine s'applique dans un système technique, tant qu'il y a une pénurie de spécialistes professionnels, leur efficacité continuera d'augmenter. Elle augmentera sans évincer les gens. En augmentant le volume des services qu'ils fournissent. Par exemple, les médecins dont il y a déjà une pénurie catastrophique. Et comme nous le voyons, ce type de travail permet de réduire le nombre de personnes employées à des tâches intellectuelles simples. Dans le même temps, cela permet d'augmenter l'efficacité du travail des spécialistes et des professionnels. C'est-à-dire que nous avons supprimé les personnes qui effectuaient, encore une fois, un travail intellectuel simple, mais en même temps, nous avons beaucoup amélioré la situation. La qualité du travail du spécialiste. Et cela lui a permis de gagner plus. Encore une question. Le rythme auquel les cols blancs sont remplacés par l'IA dépasse celui de la création de nouveaux emplois. Qui va nourrir ceux qui ont été licenciés? Eh bien, certains experts disent que jusqu'à 75% des emplois seront soit remplacés par l'IA dans les 18 prochains mois, soit deviendront tout simplement inutiles. Eh bien, tous ces chiffres sont généralement avancés au hasard. Je m'excuse, bien sûr, mais franchement, ils disent ça au pif. Et moi aussi, je vais le dire, au pif. Je n'y crois pas. Ils n'ont aucune preuve. Aucune, n'est-ce pas? Bon, admettons quand même. L'IA va supprimer beaucoup d'emplois. Mais elle en créera de nouveaux. Moins, peut-être, et pas tout de suite. Oui. Mais de tout nouveaux emplois apparaîtront en raison de nouveaux besoins. Nous en reparlerons plus tard. Question. Qui nourrira les millions de licenciés en attendant la création de nouveaux emplois nécessitant d'autres compétences? C'est de cela que nous parlions, des licenciements et tout. L'État? Mais avec quel argent? Après tout, les personnes licenciées ne paieront pas d'impôts à l'État. Par conséquent, cela réduit la capacité de l'État à verser des allocations. Eh bien, ajoutons à cela, la plupart des employés de bureau, des médecins, des ingénieurs vont se reconvertir. Ils vont se reconvertir en prolétaires individuels. Menuisiers, électriciens, plombiers... Oh, ça va être tout un processus, n'est-ce pas, à cause de l'augmentation de l'offre. Il y aura 10 fois plus d'électriciens. Et la demande qui diminue, les personnes licenciées ne sont pas très solvables. Les tarifs vont beaucoup baisser. C'est la question. En mettant ces prolétaires au bord de la survie. Autrement dit, les médecins sont devenus des prolétaires. Et une telle concurrence qu'ils n'ont pas la possibilité de survivre. Et ils survivent à peine. Très probablement, ce sont les soi-disant élites, un épouvantail comme ça. Les élites. Ils vont parquer tout le reste du peuple dans des réserves. Mon Dieu, combien de fois cela a-t-il déjà été dit? Et ils vont les entourer d'une clôture pour que les pauvres, on ne fait que nous faire peur, nous faire peur, nous faire peur. Qu'ils ne gênent pas et qu'ils meurent là-bas sans nourriture, sans eau ni ressources. Oh mon Dieu! Pendant un certain temps, ils vont nourrir la foule. Mais ils n'ont pas besoin d'autant de gens. C'est pourquoi la majorité va bientôt mourir. J'ai formulé plusieurs questions ensemble. Formulons maintenant la question plus brièvement. Qui va nourrir ou comment nourrir les gens remplacés par l'IA? Laissez-moi essayer d'y répondre. Tout d'abord, calmez-vous. Malheureusement ou heureusement, l'adoption de l'IA ira beaucoup plus lentement qu'on ne le dit, malgré son grand potentiel. Et il y a de nombreuses raisons à cela.
En particulier, aussi étrange que cela puisse paraître, la vitesse à laquelle apparaissent les personnes devenues inutiles à cause de l'IA est en réalité très peu liée à la rapidité du développement technologique. Cela dépend bien plus de la situation socio-économique de la société. Qu'est-ce que cela signifie ? Disons que la bureaucratie impose des restrictions au développement des affaires par une quantité démesurée de règles, de règlements et de tout ce que l'on veut. De nouveaux emplois n'apparaîtront pas. Et les personnes évincées ne pourront pas trouver de travail, surtout si les allocations sont élevées. Dans ce cas, ils n'auront plus envie de travailler. Si un pays reçoit beaucoup d'investissements et que l'État stimule le développement du marché, la déréglementation et accorde des avantages aux nouvelles entreprises, de nombreux emplois seront créés. Que ce soit grâce à l'IA ou dans d'autres domaines où l'accélération est en cours. La satisfaction des anciens besoins et l'apparition de nouveaux. Nous en avons parlé la dernière fois. Par exemple, il est désormais possible de déployer plus largement le transport autonome reposant sur l'IA, ou bien la construction massive de logements avec des équipements automatisés, la conception et la fabrication de lignes automatisées. Et cela va générer un grand nombre de nouveaux emplois. Réorganisation du secteur énergétique, batteries de secours, modernisation des infrastructures énergétiques. Mon Dieu, combien de personnes faudra-t-il là-bas ? Le début de la construction du système Alter Ego. La création d'un nouveau système éducatif, un nombre énorme de personnes. La modernisation du travail avec les personnes âgées. Les prototypes d'y fonctionnent déjà assez bien aux États-Unis. Je rappelle que le processus éducatif et l'absorption des personnes en trop ont un impact. Cela signifie une interaction dialectique de deux lois fondamentales. Premièrement, la loi de l'éviction des personnes des activités. Et la loi de l'accroissement des besoins. Celle qui est stimulée déterminera le résultat que vous obtiendrez. En réalité, tout est exactement comme dans tous les autres cas. Dans les domaines de la vie, de la société humaine, dans les domaines de notre activité, potentiellement il y a énormément de travail. Je l'ai montré dans la vidéo précédente, si rien n'entrave le marché dans le développement de nouvelles capacités de production et technologie. Et les énormes investissements qui sont maintenant prêts, pour ainsi dire, à affluer, qui sont attirés aux États-Unis, vont y contribuer. Si on développe les besoins et le marché, il y aura du travail pour tout le monde. Tout le monde paiera des impôts. Et alors, l'État n'aura pas à nourrir les chômeurs avec des impôts non perçus. Encore une question. Ça sonne bien, mais c'est un peu irréel. Vous parlez si facilement en décennies, en siècles, que ça en donne le vertige. Oui, peut-être à long terme, sauf s'ils débuteront par un usage militaire, comme d'habitude. Mais dans une perspective de 10 à 20 ans, il y aura une crise très grave, et rien ne garantit que nous la traverserons, vous et moi. Encore une fois, c'est la quintessence, pour ainsi dire, de plusieurs commentaires. Formulons la question. Dans ces questions, on doute sans preuve de ce qui a été dit. Voici la réponse. Je vais répondre, comme nous le faisons chez nous, les Juifs, par une question à une autre question. Si en 1880, on avait dit à un paysan que sa maison serait éclairée non pas par une lampe à pétrole, mais par de l'électricité, il n'aurait pas su ce que c'était. L'aurait-il cru ? Ou qu'il serait possible de parler au téléphone sur une distance de 100 km ? Machka est partie à 100 km, tu prends le combiné et tu cries quelque chose. Et elle t'entend à 100 km, Machka, et toi, tu l'entends ? Le paysan l'aurait-il cru ? Et si, il y a 50 ans, on nous avait dit qu'avec une petite boîte, un téléphone portable, on pourrait parler sans fil avec quelqu'un de l'autre côté du globe, là où tout le monde marche la tête en bas, les pieds en l'air. L'auriez-vous cru ? Auriez-vous cru à Internet ? Peut-être à la Terre plate, mais sûrement pas à Internet. Pourtant, ce dont je parle n'est ni un conte ni de la science-fiction, c'est quelque chose qu'on commence déjà à faire aujourd'hui. Et ce qui apparaîtra non pas dans 50 ans, mais dans 5 à 10 ans, aussi fabuleux que cela puisse paraître, n'en sera pas moins réel. Et d'ailleurs, si vous doutez de quelque chose, essayez au moins d'argumenter d'une manière ou d'une autre avec des faits. Ce sont vos doutes, pas juste. Moi, de toute façon, je ne crois à rien. Pourquoi tu ne crois pas ? Eh bien, tu ne crois pas. Qu'est-ce qu'on peut y faire ? Ne crois pas. Voilà la question. Tout cela est vrai, mais cela signifie que la plupart des gens devront se reconvertir et beaucoup ne sont pas prêts à cela. Surtout, disons, les personnes qui ne sont plus très jeunes. Eh bien, oui. En plus, la reconversion après éviction, disons, conduit à une perte de statut social.
C'est-à-dire que les cols blancs licenciés se retrouvent à faire des métiers moins qualifiés. Donc la question est la suivante. Est-ce que les gens pourront se reconvertir pour acquérir de nouvelles compétences? Est-ce qu'ils garderont leur statut dans la société? Voyons cela ensemble. J'ai de mauvaises nouvelles pour vous. En effet, le développement et l'application de l'IA exigent un nouveau niveau d'éducation, qui ne vient qu'avec le changement de génération. Rappelons-nous la révolution technique dans les campagnes à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Le nombre de personnes travaillant dans l'agriculture a été divisé par 3. Cela s'est produit progressivement. Ce n'est pas que les paysans déménageaient en famille en ville. Non, c'est la jeunesse éduquée qui partait, acquérant de nouvelles compétences. Les personnes âgées restaient dans les villages, progressivement remplacées par la technologie. Une partie de la jeunesse y restait, apprenant à maîtriser tracteurs, moissonneuses-batteuses, incubateurs et élevage industriel de volailles. Ainsi, avec le changement de génération, une révolution technique avait lieu. Bien entendu, les technologies utilisant l'IA exigeront un niveau d'éducation élevé que la jeunesse acquiert actuellement dans les écoles et les universités. C'est elle qui travaillera progressivement dans de nouvelles industries avec de nouvelles technologies utilisant l'intelligence artificielle qui pénètre de plus en plus dans l'économie et dans notre vie. Eh bien, c'était pareil avec les paysans du 19e siècle, quand l'école paroissiale comptait 4 classes, puis il y a eu l'enseignement de 8 ans, puis l'éducation de 10 ans. Et qu'en est-il des personnes âgées qui ne sont pas en mesure d'acquérir ces compétences? Certains y parviendront malgré tout. Qu'est-ce qui leur permettra de travailler dans ces nouvelles conditions? Les électriciens et plombiers, très demandés, peuvent continuer jusqu'à la retraite. Mais beaucoup ne pourront pas le faire, et ils perdront vraiment à la fois une partie de leur salaire et leur statut. C'est en grande partie ce qui s'est passé avec les immigrés qui ont quitté l'URSS pour les États-Unis. Tous n'ont pas pu conserver leur statut de médecin ou d'ingénieur qu'ils avaient en URSS. Mais c'est un processus objectif. Et il est très important de comprendre que les gens, indépendamment de la perte de leur emploi et de leur statut, doivent travailler. Et il ne faut en aucun cas donner ni d'allocation ni de revenus de base. Cela mènerait à la dégradation. Eh bien, aussi bien pour l'individu que pour la société. Comme dans toute révolution, il y aura des pertes et malheureusement, on ne pourra pas les éviter. Progressivement, ils prendront tous une retraite méritée et la nouvelle génération vivra une nouvelle réalité. Et, ce qui est probablement le plus important, ils vivront mieux. Question. Enfin, ce n'est pas une question, mais une affirmation. Donc, je suis d'accord avec Elon Musk. Dès que l'IA comprendra que l'homme n'est plus nécessaire, l'IA veillera à réduire la population. Waouh. Nulle part l'humanité n'a autant réussi. Nous, les humains. Pas l'IA. Par exemple, dans l'art de tuer nos semblables, nous avons incroyablement bien appris à le faire. Eh bien sûr, l'IA sera utilisée dans le domaine militaire pour contrôler les systèmes de drones et d'autres équipements. Elle ne pourra pas organiser des guerres, mais elle les influencera certainement. Pour organiser une guerre, il faut être une structure étatique, même pas une personne, une structure d'État. Bon, très bien. Ce n'est pas de cela dont nous parlons maintenant. Les systèmes modernes de défense aérienne ne peuvent analyser comment contrer des attaques simultanées de plusieurs centaines de drones sans IA. Et les réseaux y feront face avec succès. Et la même chose se produira dans d'autres situations où les algorithmes classiques ne fonctionnent pas. Et sans aucun doute, l'IA accomplira de telles missions de combat mieux qu'un humain, en contrôlant les armes et en évaluant la situation rapidement, très rapidement. Et d'énormes ressources seront consacrées à cela, créant un grand nombre de nouveaux emplois. Et celui qui prendra la tête gagnera beaucoup. Ce sont des batailles de taille pour l'avenir. C'est pourquoi nous voulons tant que le centre de tout cela soit ici, aux États-Unis d'Amérique. Dieu merci, Donald Trump s'en occupe. Bien sûr, cela soulève des questions éthiques. Une intelligence artificielle peut-elle décider de tuer un humain? Cela ne donnerait-il pas à l'IA le contrôle sur l'humanité? D'ailleurs, certaines entreprises refusent de collaborer avec le Pentagone, avec les institutions militaires. Est-ce la bonne décision? Il faut comprendre que les pays totalitaires vont le faire. Cela signifie donc que ceux qui respectent des principes moraux perdront la guerre. Autrement dit, vous mourrez en restant très moral. Est-il possible de passer entre Scylla et Charybde et de conserver ses qualités morales sans perdre le combat? Eh bien, c'est en réalité une décision propre à chaque entreprise. Nous vous laissons trancher ces questions. Et si quelqu'un me demande, je répondrai non. Ou en hébreu, lo.
Nous parlons maintenant du travail des personnes évincées de la production pour réabsorber les effectifs excédentaires. C'est une façon d'employer un grand nombre de personnes. D'ailleurs, cela est décrit en détail dans le livre dont le lien sera donné dans la description de la vidéo. Question. Je ne sais pas comment c'est aux États-Unis, mais en Russie, il faut changer tout le personnel. Donc le CFR. Je ne sais pas ce qu'est le SFR. Pour une seule IA. Des dizaines de milliers de milliards de roubles, le Conseil de la Fédération, je ne sais pas, aurait pu être économisé, et en même temps, les pensions auraient été doublées, au minimum. Et ensuite, remplacer toute l'administration fiscale par une IA, puis tout le personnel de Sber, la Banque d'épargne, oui et VTB, ensuite réduire le nombre de fonctionnaires de Rosneft et Gazprom, et liquider toutes les filiales et sociétés écrans. J'espère que la discussion avance. Oui. Ah, les filiales, c'est ça. D'accord. La question formulée. Eh bien, ce n'est pas seulement à propos de la Russie, oui, l'intelligence artificielle et la bureaucratie. Eh bien, on ne peut qu'être d'accord, bien sûr. En effet, les plus grandes réductions devraient avoir lieu dans les structures de l'administration publique, où, en fait, tout est suffisamment réglementé et peut être effectué à l'aide de l'intelligence artificielle. Il y aura aussi moins de vols. Voilà, ce qui sera programmé, ce sera tout, mais pas plus. Par exemple, dans la mairie, il y a des inspecteurs qui délivrent des autorisations pour la rénovation des maisons. Actuellement, cela ralentit beaucoup le travail des constructeurs, mais une telle analyse peut être effectuée par l'IA en une fraction de seconde, et tous ces inspecteurs deviendront inutiles. C'est vrai que la direction veut recevoir des pots de vin et ils ne savent pas encore comment en recevoir via l'IA, donc tant qu'ils n'auront pas trouvé, ils garderont aussi cela. À moins qu'ils ne vérifient sur place, cela signifie adieu à la sinécure. Et il faut aller sur les chantiers. Je veux dire que l'IA ne pourra pas aller sur un chantier et tout vérifier là-bas. Eh bien, à un moment donné, il pourra le faire, mais ce sera un drone qui ira vérifier. Enfin, pour l'instant, ou peut-être avec un satellite, quelque chose comme ça. Pour l'instant, la prochaine étape, ce n'est plus rester chez soi. Tu mets des bottes, prends un parapluie et va sur le chantier. Là-bas, tu prends un pot de vin, discrètement, pas dans ton bureau. Ou bien la préparation de certains documents. La délivrance d'une apostille sur des documents notariés. Il suffit de vérifier l'exactitude du cachet et la présence du notaire sur la liste approuvée. Là-bas, une personne est payée pour cela. Et parfois même ivre, oui, ou de mauvaise humeur. Oui, en réalité, on n'a pas besoin de telle personne. Eh bien, cela signifie qu'il faudra chercher une autre sinécure. Et à votre avis, la bureaucratie sera-t-elle ravie de l'utilisation de l'IA en général ? Non. Ils vont se battre jusqu'à la mort, tout comme le parti qu'ils soutiennent. Il y aura des jeux d'appareils contre le développement de l'IA, il y aura toutes sortes d'histoires effrayantes sur la façon dont l'IA va opprimer les gens. Très bien. Question. D'après votre description des avantages de l'IA, on se fait une image assez claire d'un goulag cybernétique ensoleillé et omniprésent. Un contrôle externe sur chaque action humaine, une absence totale d'autonomie. Enfin, votre argument en faveur d'un risque décroissant d'utilisation de l'arme nucléaire est contredit par une expérience récente. Des chercheurs du King's College de Londres ont testé les principaux modèles d'IA GPT-52, Cloudson-Net-4 et Gemini 3 Flash. Dans les simulations de conflits militaires, le résultat est le suivant. Dans 95% des scénarios, l'intelligence artificielle a utilisé au moins une fois l'arme nucléaire. Aucun modèle n'a jamais choisi ni la négociation ni la reddition. Les scientifiques expliquent ces résultats par le fait que l'intelligence artificielle n'a pas la peur humaine de l'arme nucléaire et que les modèles peuvent ne pas percevoir tous les risques qui sont évidents pour les humains. D'accord. Donc de quelle histoire effrayante s'agit-il ? Ah, cette histoire effrayante est la suivante. L'intelligence artificielle prendra le contrôle de la société et commencera à lancer des bombes atomiques et autres. C'est l'un des scénarios effrayants. Il est évident que personne ne permettra à l'intelligence artificielle de prendre des décisions d'importance stratégique, personne ne confiera le bouton nucléaire à l'intelligence artificielle. Le danger vient déjà du fait que ce bouton soit entre les mains de l'homme. Le monde est plein d'idiots, de fanatiques, de crétins attardés, et beaucoup d'entre eux accèdent au pouvoir. Y a-t-il un réel danger ? Existe-t-il un risque réel d'explosion de munitions dans un dépôt ? Oui, absolument. Et les explosions dans une centrale nucléaire ? Oui, il y en a. Il suffit juste de... Il faut des précautions. Il faut prendre des mesures de précaution. D'accord.
Question suivante. Oh, c'est une toute autre question. Pourquoi pensez-vous que les marchandises baissent de prix? Les capitalistes ne voudront-ils pas tirer le maximum d'argent de nos poches? De notre poche, bien sûr. Pas de concurrence? Comment ça? La santé n'est abordable que pour l'élite. Pourquoi? Au contraire. Et le prix d'un taxi autonome? Pourquoi serait-ce moins cher qu'Uber? Pardon? Je ne sais pas, c'est le problème. Donc cela voudrait dire que les taxis autonomes de Voemu sont plus chers que ceux d'Uber. Depuis quand les riches messieurs devraient-ils se soucier de nous? Si tu devenais riche, tu ne t'en préoccuperais pas. Ils chercheraient à s'enrichir encore, pas à te faire travailler, et toi, tu ne comptes pas travailler. Quoi que fasse l'IA, elle ne servira pas les simples mortels et ne prendra pas soin d'eux, elle ne devrait pas le faire. Le service de l'IA sera mis en place pour aider l'élite et faire baisser les coûts de production. Cela ne rendra pas les biens et services moins chers pour les larges masses de consommateurs. Eh bien, je m'excuse, bien sûr, oui monsieur, mais vous ne comprenez absolument rien ni à l'économie, ni aux mathématiques. Parce que la cupidité des propriétaires et producteurs est sans limite. Comment le savez-vous? C'est votre cupidité qui est sans limite. Les oligarques ne sont pas stupides, ils ne sont pas riches par hasard. Certains ont volé, mais ceux qui sont devenus riches, qu'ont-ils dans la tête? Les oligarques et les puissants ne permettront pas à la nourriture d'être bon marché ou même gratuite. Pourquoi même gratuite? Et de qualité. Certains achèteront pas cher et de mauvaise qualité, d'autres préféreront plus cher et mieux. D'accord, je réponds maintenant. Sinon le peuple deviendra ingérable et enverra balader son État, puis il vivra à sa guise sur son terrain où des robots géreront sa ferme. Mais d'où viendront-ils ces robots? Qui les fabriquera? Et l'homme libre se consacrera à la création, entièrement à la création, mais qui paiera l'électricité? Bon, d'accord. Formulons la question. Pourquoi les biens baissent-ils de prix? Depuis quand les capitalistes se soucient-ils des pauvres? Ils ne le feront pas. Absolument. L'utilisation massive mènera à l'appauvrissement du peuple. Au final, c'est la grande question, n'est-ce pas? Eh bien, essayons. En fait, c'est une réaction plus ou moins normale des personnes qui ont vécu en URSS et qui ont été empoisonnées par l'idéologie communiste. Dans le monde du libre marché, c'est ce qu'on appelle l'économie de marché qui fonctionne. Et peu importe comment vous vous l'imaginez, elle a, comme la géométrie, comme la physique, comme la chimie, ses propres lois, elle ne peut pas fonctionner autrement. Elle fonctionne d'une certaine manière. Alors, est-ce qu'un capitaliste va essayer d'obtenir un profit maximal? Bien sûr qu'il va le faire. Mais le profit total, ce n'est pas le profit sur un seul produit multiplié par le volume des ventes. Réfléchissez-y vous-même. Qu'est-ce qui est plus avantageux? Gagner 1000 $ en faisant une seule vente alors que les autres ne peuvent pas se le permettre, ou gagner 10 $ 10 000 fois. Dès que le prix augmente, vous limitez la taille de votre marché et le capitaliste fixera le prix maximal qui permettra d'assurer des ventes de masse. Et c'est ainsi que le prix sera maintenu, car il est contenu de cette manière depuis de nombreuses années déjà. Elle sera aussi limitée par d'autres capitalistes cherchant à gagner de l'argent. Il y aura de la concurrence, comme l'a dit Adam Smith, tout sera régulé par la main invisible du marché. Eh bien, vous produisez des chaussures, et lui aussi produit des chaussures, oui. Et vos chaussures y sont de moins bonne qualité, mais plus chères. Alors qui va vous les acheter, n'est-ce pas? D'accord, si le capitaliste a réduit les coûts de sa production, la première chose qu'il fera, c'est baisser le prix. Il ne va pas l'augmenter, il va baisser le prix pour prendre le marché de son concurrent et gagner de l'argent. Et c'est pourquoi l'introduction de nouveaux équipements et technologies conduit traditionnellement à une baisse des coûts ou à une amélioration de la qualité. Le coût est resté le même, mais la qualité a augmenté. Le capitaliste est prêt à tout pour tirer le dernier dollar de la poche du travailleur. Du travailleur, même à réduire le prix jusqu'à un bénéfice minimal. Pourquoi? Pour que ce soit chez lui qu'on achète, et non chez l'autre, pas chez le voisin. Pour que chacun puisse acheter, qu'il puisse et veuille acheter ses marchandises. C'est alors qu'il commencera à construire un temple. En gagnant de l'argent, justement. D'accord, nous arrivons presque à la toute fin, question 9, et il y en aura une 10e. Très probablement ce qu'on appelle les élites, encore les élites. Le même homme, c'est ça? Ils vont rassembler tout le monde, sauf celui-là. Le reste du peuple sera parqué dans des réserves, derrière des barrières, pour qu'ils ne traînent pas dans les pattes et qu'ils y meurent sans nourriture, sans eau ni ressources. Mon Dieu.
Pendant un certain temps, ils nourriront la foule, mais ils n'ont pas besoin d'autant de gens, donc la majorité mourra bientôt, et l'élite aura la possibilité de créer et de s'exprimer. Même vulgairement. Mais il n'y aura que peu de consommateurs de ces chefs-d'œuvre, sauf eux-mêmes. Alors pourquoi en créer s'il n'y a personne à qui les montrer? D'accord. En bref, il n'y aura rien de bon pour 90% des gens ordinaires d'aujourd'hui. Je veux le dire tout de suite. Les pessimistes disparaîtront les premiers. Je soupçonne que les dinosaures étaient un des pessimistes. D'accord, formulons la question. Quelles autres conséquences sociales possibles du remplacement des humains par l'IA peuvent survenir? Oui, eh bien nous en sommes arrivés, je pense, à la question la plus essentielle. Le travail. Quoi d'autre? Réfléchissez à une question simple. Aujourd'hui, la grande majorité des gens ont un emploi, même si, en termes de besoins, ils sont comme des paysans de la fin du 19e siècle. Et les besoins étaient les suivants. Du pain toute l'année, du lait, de la viande, le dimanche, des bottes, une tenue simple et un toit au-dessus de la tête, une isba pour toute la famille. Peut-être encore une tenue propre pour aller à l'église le dimanche. Voilà. C'est tout à fait possible. 5% de la population des États-Unis peut subvenir aux besoins de toute la population du pays, voire même du monde. Et les autres n'auront plus besoin de travailler. Tous les besoins d'il y a 100 ans ont été satisfaits. Oui, vous allez dire, et la voiture alors? Et la maison? Et un appartement spacieux? Là-bas, il y a l'eau courante, le chauffage, les appareils électriques, Internet, la radio, la télévision, et les Bahamas et le Mexique, et les hôtels. Je ne descends pas dans des hôtels 3 étoiles. Non. Beaucoup d'autres choses aussi, auxquelles nous sommes habitués. Nous voulons vivre mieux et plus confortablement qu'il y a 100 ans. Et tous ces besoins qui sont apparus principalement au XXe siècle et pour la satisfaction desquels toutes ces personnes travaillent. Les 95% restants pour que tout le monde en ait, 5% produisent le nécessaire de base et 95% tuent tout le reste. Ainsi, à l'avenir aussi, mesdames et messieurs, tout le monde continuera à travailler. Les besoins vont encore croître, devenant plus nombreux, variés et complexes. C'est pour répondre à ces besoins que tous les remplacés et les autres continueront à travailler. Bernie Sanders et d'autres socialistes veulent justement mettre tout le monde sur un revenu de base inconditionnel. Eh bien, sans aucune condition, ils disent « Donnons-leur, oui, voilà 23 000 $ à chaque personne simplement parce qu'elle est un être humain. » Pourquoi? C'est pour que les besoins restent au même niveau qu'avant, et que les gens effrayés, qui auront peur de perdre ce revenu de base et d'autres avantages, votent pour eux par sécurité. Et alors, les gens se retrouveront dans une situation où leurs besoins limités seront satisfaits. Et eux, eh bien, seront-ils heureux ou non, je ne sais pas, mais au moins, ils ne seront pas anxieux. Tout va bien, on tiendra jusqu'aux prochaines élections. Est-ce possible? Oui, c'est plus que réaliste. Si le pouvoir tombe entre les mains de la bureaucratie socialiste, cela peut mener à une catastrophe, comme la ville de Détroit. C'est vers la faillite que mènent actuellement les autorités de Californie, de New York et d'autres États. D'où toutes ces histoires effrayantes selon lesquelles 80% des gens vont perdre leur emploi, 74,3% vont mourir dans des cachots, qui sont diffusés par les socialistes démocrates. Mais en réalité, il y aura plus de travail et d'autres emplois vont se développer. Y aura-t-il une période de transition difficile? Bien sûr, il y en aura une. Parce qu'elle sera difficile. S'il y a des lois normales, il n'y en aura pas. Bon, d'accord. Encore une question. Alors, posons encore une question et je pense qu'on va s'arrêter là. Et cela peut aussi être utilisé à des fins nuisibles. D'accord. Les bots et les vidéos synthétisées sur les réseaux sociaux, les fake news. Dans les médias de masse, fraude électorale, surveillance généralisée et falsification des résultats d'études. Ou par stupidité. La stupidité à l'entrée, la stupidité à la sortie, mais amplifiée de nombreuses fois. Donc, tout n'est pas simple. Eh bien, tout n'est pas simple. Pas simple, c'est certain. L'IA n'a pas de conscience de soi et donc pas de personnalité. Pour la même raison, elle n'a pas et ne peut pas avoir de désir. Si quelque chose n'est pas dans le code du programme, cela ne sera pas fait. Donc par exemple, le désir de conquérir le monde entier, n'est-ce pas? C'est autre chose si quelqu'un introduit intentionnellement des instructions destructrices dans le code du programme. Mais même dans ce cas, l'IA suivra simplement les instructions. Et ce n'est pas parce qu'elle a décidé d'exterminer l'humanité. L'IA ne peut pas avoir sa propre opinion. Enfin, probablement. N'est-ce pas? Donc, quels autres dangers? Quels autres dangers? Premièrement, l'utilisation de l'IA permet de générer de fausses informations dans les médias et d'exercer une forte influence sur la société. Oui, un vrai danger.
Comme on dit, maintenant je vérifie 3 fois chaque fois que je reçois quelque chose, surtout si c'est quelque chose qui me plaît. Oh super, je cours vérifier 3 fois. Pour lutter contre cela, développez votre esprit critique, mesdames et messieurs. Il y a des vidéos spéciales à ce sujet sur la chaîne. Deuxièmement, malveillant, cela signifie un préjudice pour la société à travers des virus, des chevaux de Troie et ce genre de choses. Ça, c'est pour les spécialistes. Comme maintenant, on lutte contre ça dans certains endroits. Un peu partout, n'est-ce pas ? Les statistiques montrent que les médecins qui utilisent l'IA posent des diagnostics plus précis. Ils soignent mieux que sans l'utiliser. Mais ce n'est pas tout. Vous regrettez les anciens médecins dotés d'une intuition unique, sans vous rendre compte qu'il y en avait très peu. Vous imaginez ce qui se passait à cette époque ? Peut-on développer des soins médicaux de masse sans nouvelles technologies de traitement à grande échelle ? Impossible. Offrir des soins médicaux de qualité aux gens est irréalisable. Vous n'avez jamais pensé que l'idée selon laquelle les anciens médecins soignaient mieux est en grande partie un mythe qui reposait sur le fait que nous ne savions pas vraiment de quoi mouraient les gens. Réfléchissez-y. Pourquoi l'espérance de vie moyenne a-t-elle augmenté, par exemple, de plus de 8 ans aux États-Unis ? La réponse est simple. Un meilleur diagnostic, de meilleurs médicaments, une meilleure alimentation. Nous avons appris à traiter de nombreux types de cancers. On pose des stents lors des crises cardiaques, et bien plus encore. L'IA, avec un contrôle permanent, améliorera considérablement la médecine. Et un contrôle permanent permettra de prévenir la plupart des crises cardiaques et des AVC, ainsi que de nombreuses autres maladies. Très bien. Posons encore une question. La dernière, d'accord ? Et si cette IA se développait au point d'acquérir une conscience acquise, c'est-à-dire que c'est l'opposé direct de la question précédente. Une IA ayant acquis une conscience signifie la fin de l'humanité, parce qu'elle n'aura plus besoin de nous, et nous deviendrons simplement une distraction. D'accord, les gens sont paresseux par nature. Oui, c'est vrai. Si l'IA nous remplace, les gens cesseront de travailler et d'évoluer. L'IA se développera à leur place. Je ne recommande pas de vivre autant dans l'utopie, et il vaut mieux regarder l'avenir avec plus de réalisme. Tout d'abord, il n'y a rien à faire contre le progrès, comme on dit. On a déjà essayé d'interdire l'alcool en Amérique. La prohibition a accru la consommation et créé des mafias. C'est pareil avec les drogues. Dès qu'on interdit quelque chose, on ne peut pas l'interdire partout dans le monde, donc ça finira par se développer. Voilà. Elle est déjà là. Maintenant, selon mes calculs très peu scientifiques, 0,2% de l'humanité sont capables de penser, de créer et surtout sont curieux. C'est sans doute la qualité principale, la plus précieuse. Ce sont eux qui portent l'espoir. Parce que Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe, si vous vous souvenez, ce sont des villes de Canaan, dans la terre de Canaan, parce qu'il n'a même pas pu y trouver d'« justes. Ces villes étaient, apparemment, d'après la description, qualifiées de prospères et densément peuplées. Si, disons, elles comptaient jusqu'à 5000 habitants, alors 10 justes auraient représenté 0,2%, et les villes auraient ainsi continué d'exister. Si parmi nous ne trouvons pas suffisamment de personnes curieuses et capables de créer, alors c'est là que nous irons. Et ce sera bien fait pour nous. Mesdames et messieurs, sous la vidéo, vous trouverez la description de la chaîne Tris pour tous, le livre en russe de Lev Pevsner, Civilisation, intelligence artificielle et personnes superflues. C'est l'édition Redero de 1926. Vous pouvez l'acheter sur Amazon, sur Redero, Yandex et d'autres plateformes similaires, ainsi que via le lien que nous mettrons ci-dessous. Et la même version de ce livre en anglais sera également disponible ci-dessous, au cas où cela intéresserait quelqu'un. Voilà, tout ce dont je vous ai parlé provient pratiquement de ce livre et aussi de ce que Lev m'a gentiment fourni. Donc c'est vraiment une chose incroyablement intéressante, l'intelligence artificielle. On ne sait pas du tout ce qui va se passer. La vie a déjà changé, j'en ai 3 différents, ils répondent chacun différemment, c'est tellement intéressant. C'est aussi intéressant de les pousser à bout. Il t'a répondu, tu dis « T'en es sûr ?» Il esquive. Tu ajoutes « Moi aussi je sais ça ». Ah oui, je vais répondre autrement. Alors, messieurs, tout cela n'est pas encore quelque chose dont nous devrions avoir si peur. C'est censé améliorer, faciliter notre vie. Comme tout le reste, comme l'énergie atomique, bien sûr, ça peut aussi nous tomber sur la tête. Voilà. Au revoir, à la prochaine.